Voilà, on va reprendre. Donc, comme vous avez pu le constater, on a déjà une demi-heure de retard. Donc, on va décaler d'autant la fin de cette deuxième table ronde, mais on essaiera de ne pas augmenter le retard tout en donnant, accordant le temps de parole promis à nos trois intervenants que je vais maintenant présenter. Après avoir dit quelques mots sur la suite logique qui apparaît clairement avec cette deuxième table ronde consacrée aux voix des nations, résistance et dissidence nationale. Donc, quand on évoque les résistances nationales en URSS, on pense immédiatement à ce qui a constitué leur épisode le plus connu, à savoir donc les mouvements insurrectionnels qui se sont opposés à l'annexion des territoires occidentaux à partir de 1944. Ces territoires occidentaux, il s'agit avant tout des trois pays baltes, de l'Ukraine occidentale, de la Biélorussie occidentale et puis de certains territoires qui font aujourd'hui partie de la Moldavie. Donc, en Lituanie, par exemple, ce mouvement insurrectionnel a compté 30 000 insurgés en 44-45 pour une population de 2,5 millions à ce moment-là. Ces mouvements ont d'abord mené, que ce soit en Lituanie ou en Ukraine occidentale, ils ont d'abord mené une véritable guerre offensive, puis ont continué une sorte de guérilla, une opposition armée qui s'opposait à la mainmise soviétique sur le territoire et les populations de ces territoires occidentaux. Plus large encore a été l'opposition armée en Ukraine occidentale. Ces insurrections ont été écrasées dans l'ensemble vers la fin des années 40, mais leur écrasement ne signifie point la disparition des résistances, tout comme l'abandon des formes les plus violentes des répressions et le démantèlement du goulag qui suivent la mort de Staline en 1953 ne signifie point l'abandon de politiques impériales et impérialistes par Moscou. Ça a déjà été évoqué, même si à la marge, lors de la première table ronde. Donc désormais, à partir des années 50, les pressions et les combats se déplacent en grande partie sur le terrain culturel et linguistique. Des formes plus directement politiques, ni même des formes plus violentes, armées, ne disparaissent pas pour autant. Et aujourd'hui, l'expérience de ces résistances de la période tardive soviétique, cette expérience est interrogée, relue, mobilisée dans les débats, mais aussi dans les luttes et les résistances en cours, en premier lieu en Ukraine. Et c'est de cela que vont parler nos trois invités en dressant des passerelles, en jetant des passerelles entre ceux dont il a été question lors de la première table ronde et ces formes les plus extrêmes des répressions nationales, puis ce qui se passe dans les années 50, 60, 70, les résistances multiples, multiformes qui se développent à ce moment-là, et puis je pense les trois intervenants jetteront aussi des passerelles vers l'actualité la plus brûlante. Ces trois intervenants sont avant tout, dans l'ordre de leur intervention, c'est Lina Trimova, qui est chercheur et documentariste. Donc, elle a fait un master en journalisme et en histoire, puis a soutenu récemment une thèse à l'EHESS, donc une thèse intitulée « Sous l'œil de l'Empire, la construction du Caucase et des Caucasiens entre la fin du XVIIIe siècle et 1850 ». Elle explore dans ce travail, elle y explore l'histoire des stratégies et des représentations des Caucasiens dans l'Empire russe. Aujourd'hui, elle mène un nouveau projet de recherche sur le banditisme caucasien en Asie centrale, donc au sein des populations caucasiennes qui ont été déportées à l'époque stalinienne. Et c'est de ce projet-là qu'elle parlera aujourd'hui. Donc, et parallèlement à ces recherches, elle a aussi réalisé depuis 3 ans 2 documentaires remarqués qui explorent les héritages des empires soviétiques et russes et les traces du passé impérial
en Asie centrale et dans le Caucase. Puis interviendra Petru Negura, qui est chercheur à l'Institut de recherche juridique, politique et sociologique et aussi maître de conférences à l'Université internationale libre de Moldavie. Il est actuellement boursier de l'Institut Aleksanteri de Helsinki et il a également été invité en tant que chercheur ou boursier dans de nombreux centres d'études et universités en Europe, notamment en Allemagne. Mais ici, à l'EHESS, il se trouve sur un terrain familier, puisque c'est ici qu'il a soutenu sa thèse de sociologie. Ses travaux portent sur la sociologie et l'histoire sociale des intellectuels, de l'éducation, du nationalisme et des politiques sociales en Europe de l'Est et dans l'ex-Union soviétique. Il est notamment auteur d'une monographie en français parue donc, aux éditions L'Harmattan et intitulée « Ni héros ni traître, les écrivains moldaves face au pouvoir communiste sous Staline », sujet qu'il présentera évidemment de façon très très brève aujourd'hui. Et puis enfin, donc dans l'ordre de leurs interventions, nous écouterons Olena Stiashkina, qui est historienne, mais aussi écrivaine et journaliste ukrainienne. Elle est originaire de Donetsk, ville où elle a fait sa carrière universitaire en tant que d'abord étudiante, doctorante en histoire et puis professeure d'histoire contemporaine, avant d'être forcée de quitter Donetsk suite à l'agression russe en 2014. Elle travaille aujourd'hui à l'Académie des sciences d'Ukraine et elle est aussi membre du Pen Club d'Ukraine et fondatrice du mouvement de déoccupation, retour à la maison, éducation. Les travaux d'Olena Stiashkina portent sur l'histoire socioculturelle de l'Ukraine au XXe siècle, avec notamment, donc, ces dernières années, plusieurs publications importantes qui portent sur la Seconde Guerre mondiale et tout particulièrement sur l'expérience des femmes durant le conflit, mais aussi elle s'intéresse et explore les stigmates portés par les populations, que ce soit suite à l'expérience de guerre ou suite à des déportations. Donc, elle, dans sa communication, elle, justement, elle tracera une continuité entre l'expérience soviétique, en tout cas de l'après-guerre, et jusqu'à l'Ukraine aujourd'hui. Et maintenant, donc, c'est à vous, et je passe avec un grand plaisir la parole à Lina Tsrimova. Merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de cette conférence. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résistance au pouvoir soviétique dans des conditions de la colonie spéciale, c'est-à-dire un régime juridique de restriction des libertés, principalement de la liberté de circulation imposée à certaines populations soviétiques. J'aborderai le problème de la résistance du point de vue des sociétés déportées elles-mêmes, c'est-à-dire en tant que mobilisation autour des souverainetés personnelles alternatives. Je propose donc de sortir un peu des catégories soviétiques proprement dites et de compléter l'analyse des archives soviétiques par des sources orales susceptibles d'éclairer la nature et les mécanismes de la résistance aux autorités soviétiques. En 1943 et 1944, après le retrait des troupes allemandes, 4 peuples caucasiens ont été expulsés vers l'Asie centrale sur ordre de Beria et de Staline. Les Ingouches, les Tchétchènes, les Balkars, les Karachay. La raison officielle en était la collaboration. Bien que les territoires tchétchènes et ingouches, par exemple, n'aient pas été occupés, ainsi que le banditisme. Il ne faut pas oublier que la lutte contre le banditisme dans le Caucase a une longue histoire et que les déportations de 1943 et 1944 en font partie. Dès la fin du XVIIIe siècle, alors que l'Empire russe avançait dans le Caucase et menait des guerres de conquête, les fonctionnaires impériaux ont déclaré la lutte contre la prédation caucasienne, Khishnichestva. Au milieu des années 1850, sous l'influence des théories raciales, et les administrateurs impériaux ont commencé à considérer la prédation des peuples caucasiens comme un problème racial. Ce fut notamment l'un des arguments en faveur de la purification dite du nord-ouest du Caucase, l'actuel Kraï de Krasnodar, à la fin des guerres coloniales, de la population autochtone et de son expulsion vers l'Empire ottoman.
Pendant la période coloniale, l'administration impériale a lutté contre le banditisme caucasien spécifique, qui était appelé Abrietchestva, qui au début de la période soviétique a été reconnu comme un mouvement de libération nationale. Les autorités soviétiques elles-mêmes cherchaient à créer une nouvelle identité civique soviétique et préféraient parler du banditisme comme d'un problème et phénomène général. Cependant, comme on peut le constater avec les déportations des peuples caucasiens, des peuples entiers ont été expulsés et punis pour banditisme pendant la période stalinienne. Ce bref aperçu permet de rappeler que les déportations de 1943 et 1944 s'inscrivent dans une longue histoire impériale, au même titre que le régime spécial de colonisation, c'est-à-dire le régime juridique de restriction des droits auxquels les populations déportées ont été soumises de 1943-1944 à 1956-1957 en Asie centrale. Ce régime s'inscrit également dans une longue histoire impériale des politiques de colonisation et d'exploitation des populations autochtones, notamment celles qui accusaient de prédation et d'abréchistva étaient envoyées au bagne en Sibérie ou dans l'Oural à l'époque impériale. La perspective de l'histoire longue nous permet d'analyser les continuités des répertoires impériaux dans les périodes tsaristes et soviétiques, mais aussi souligner le caractère unique de l'expérience soviétique. En outre, l'histoire longue est très importante pour comprendre les différentes formes de résistance. La déportation des 4 nationalités nord-caucasiennes soviétiques en tant que nationalité particulière, par exemple, distingue l'expérience soviétique de la période des guerres coloniales du XIXe siècle, où les catégories ethniques ne jouaient pas de rôle clé. Chez les peuples déportés, leur déportation en raison de leur appartenance nationale ethnique, ainsi que la répression de leur culture ont provoqué la cristallisation d'identités nationales. Cependant, on ne peut comprendre l'évolution de ces sociétés qu'en tenant compte du fait que ces identités nationales soviétiques ne représentaient pas la seule forme d'appartenance et qu'elles coexistaient avec des formes d'appartenance religieuse ou tribale territoriale. D'où l'importance de l'histoire orale qui permet de compléter les archives d'État disponibles. En travaillant avec ces archives, il faut garder à l'esprit aussi que les autorités soviétiques, qui dès la période stalinienne ont préféré opérer avec des catégories ethniques ou nationales, ont rarement utilisé des catégories considérées comme dépassées et se référant à des formes d'appartenance religieuse ou tribale. À titre d'exemple, je citerai l'affaire du cheikh Hamad Gaziev sur laquelle je travaille depuis plus d'1 an. Il s'agit d'un dossier pénal en 20 volumes que j'ai découvert dans les archives d'État du Kirghizistan concernant le gang du cheikh qui a dévalisé des banques soviétiques et a assassiné des patrons d'usines soviétiques entre 1954 et 1956. Les entretiens et les récits hagiographiques des descendants de Gaziev et d'autres membres du gang jettent un nouvel éclairage sur l'affaire criminelle soviétique. Né dans le village de Listanji, région de Vedino, célèbre grâce à un autre leader islamique tchétchène de la fin du XVIIIe siècle, le cheikh Mansour, Hamad a fait preuve de qualités extraordinaires dès l'enfance. Cependant, c'est la déportation qui devient le moment clé de son cheminement spirituel. Comme beaucoup de ses proches et de ses concitoyens, il se retrouve dans la région d'Aktubé, au nord du Kazakhstan, près de la frontière russe. Il travaille pendant un certain temps comme instituteur jusqu'à ce qu'il quitte son emploi officiel et se consacre à l'enseignement de l'islam et à l'organisation de rituels islamiques tels que la prière collective. En revanche, la plupart des membres de sa famille travaillent dans diverses kolkhozes ainsi que dans une grande usine chimique à Alga. D'après le dossier, les conditions de travail de ces ouvriers sont particulièrement difficiles. Le dossier montre que les premiers épisodes de vol par le groupe de Gaziev remontent à 1954, c'est-à-dire à l'époque de la libéralisation relative des conditions des colonies spéciales après la mort de Staline, lorsque les déportés se sont enfin vus accorder le droit de se déplacer en Asie centrale et de retrouver leur famille. Ce premier assouplissement a provoqué une véritable effervescence parmi les colons spéciaux qui s'attendaient à être bientôt autorisés à retourner dans le Caucase. Selon les témoignages du dossier, Gaziev a convaincu les membres du groupe
tous ses parents ou co-villageois, ce qui revient un peu au même, qu'ils seraient bientôt autorisés à retourner dans le Caucase, mais qu'ils auraient besoin d'argent pour s'y réinstaller, ce pourquoi il leur a suggéré de dévaliser les caisses de kolkhoz et des banques. À part ces considérations pragmatiques, le caractère politico-religieux des idées de Gaziev est attesté par le fait qu'il a non seulement organisé un certain nombre de cambriolages, mais aussi le meurtre des patrons d'usines qui opprimaient les travailleurs tchétchènes. Selon le témoignage de l'un des auteurs du meurtre, Gaziev a convaincu ses associés que le pouvoir soviétique tomberait bientôt et qu'il y aurait un mouvement islamique pour prendre le pouvoir au Caucase. Les rapports de Gaziev avec les autorités soviétiques et sa capacité à éviter toute sanction pendant plus de 2 ans ont été considérés comme des preuves de ses capacités extraordinaires, divines. Contrairement à la plupart des membres du gang détenus en juillet-août 1956, lui a réussi à s'enfuir en Tchétchénie et est resté jusqu'à la fin des années 1960 à prêcher. Le moment de sa détention, au cours duquel il a été tué, est devenu un autre épisode important des récits hagiographiques. L'importance des sources orales tient également au fait que le processus hagiographique et la résistance aux autorités soviétiques sont liés non seulement aux activités propres de Gaziev, mais aussi à sa mémoire. La première publication du sang sur le turban blanc condamnant le cheikh est parue immédiatement après sa mort. Mais durant la période soviétique tardive, la mémoire de Gaziev est restée proscrite de l'espace public et a été maintenue surtout au sein de la famille et ses descendants. Pendant l'époque soviétique, la mémoire des déportations, de manière générale, était l'un des sujets les plus tabous. Dans le même temps, depuis les années 1980, cette mémoire se trouve au cœur des récits historiques du mouvement indépendantiste tchétchène, comme c'était le cas aussi pour d'autres populations caucasiennes déportées. C'est précisément à ce moment-là qu'apparaît une deuxième grande publication en 1994 dans un journal qui portait le nom Liberté. Cet article intitulé Cheikh Ahmad le présentait comme le leader d'un groupe politique, Vengeance, qui chercherait à venger non seulement les Tchétchènes, mais tous les peuples opprimés par le régime soviétique. Toutefois, les guerres, l'immigration de certains descendants de Gaziev, puis la censure, surtout la censure toujours plus forte en Russie, de toute publication liée à la violence impériale, ont empêché la figure de Gaziev de s'étendre bien au-delà de son district natal. Le dernier rebondissement de sa vie posthume est lié à une publication de 2017 d'historiens tchétchènes, aussi originaires de son village et parents éloignés. Dans leur publication, au lieu d'un combattant pour la libération nationale, il apparaît comme un gardien de l'islam dit traditionnel et un opposant au régime soviétique athée. Ainsi, l'histoire de Gaziev montre que malgré les efforts des autorités soviétiques, dans les conditions de colonie spéciale, il était possible de construire une souveraineté personnelle alternative à partir des représentations et appartenances religieuses et tribales. Puis elle montre que notre compréhension de ces histoires serait incomplète sans l'histoire orale qui éclaircit notamment le lien entre la mémoire des déportations et l'évolution des diverses formes d'appartenance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léna, déjà, merci beaucoup d'avoir tenu le temps et merci aussi pour cette ouverture qui permet en fait de relier à la fois les déportations et donc les répressions opérées sur le principe national sous à l'époque stalinienne et puis ce qui suit et jusqu'à donc arriver aujourd'hui où la mémoire et le récit et aussi les mythes de cette résistance continuent à se placer au centre des identités et telles qu'elles se construisent ou se maintiennent aujourd'hui dans un contexte évidemment tout autre mais tout aussi répressif et autoritaire en Russie.